Aujourd'hui, le pays tout entier célèbre la Journée nationale des droits des femmes. Aussi, comme à notre habitude depuis la création de notre radio il y a bientôt 13 ans, à événement spécial, émission spéciale. L'année 2023 est une année électorale majeure pour notre pays. Le Gabon organisera 3 scrutins majeurs, une élection présidentielle, des législatives et des locales. C'est pour cette raison que pour cette journée nationale dédiée aux droits des femmes, nous avons décidé de discuter de l'évolution des femmes en politique. Notre invitée est une femme politique incontestable et incontestée, en plus d'être connue de tous. Venant de la Nyanga, elle est députée du département de la Basse-Bagno, 2e siège, canton Loubeti, Dumvo, Miombe et Mouambus. Elle est présidente de la Commission Santé, Éducation et Affaires sociales et culturelles à l'Assemblée nationale du Gabon. En plus d'être membre de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale, de la défense nationale et de l'intégration régionale, membre de la Commission de la communication, de l'information et des technologies numériques, membre de la Commission de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable, membre de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, membre de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, membre de la Commission de la planification des affaires économiques, de la production et du développement, et aussi à la Commission de la santé, de l'éducation et des affaires sociales, comme je le disais. Ancienne ministre de la République, Madame Angéline Goma, bonjour et merci d'avoir accepté de discuter avec nous. C'est un plaisir de partager un certain nombre d'informations avec vous. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je voudrais simplement préciser que je suis députée du 2e siège du département de la Basse-Bagno, qui comprend les cantons de Beti-Douro, Mayombe et Mouambi. Génial. Merci beaucoup pour cette précision. Et l'autre concerne notre appartenance en tant que députée à un certain nombre de commissions, conformément au règlement de l'Assemblée nationale. Sur 8 commissions générales permanentes de l'Assemblée nationale, nous avons l'obligation d'être au moins dans 5 commissions et avec l'exigence que nous sommes tous membres de 2 commissions, celle des lois et celle des finances. Maintenant, le reste est à la portée de chacun d'entre nous, à l'appréciation de chacun. Et moi, j'ai choisi d'être dans pratiquement toutes les commissions. Vous avez un parcours politique extraordinaire, unique, je dirais. Et du coup, la première question que nous avons envie de vous poser est celle de savoir comment vous êtes arrivé en politique. Oula! Je voudrais dire que ce n'est peut-être pas un jeu de hasard, mais cela ne faisait pas partie des plans qui étaient les miens pendant que je me trouvais encore sur le banc de l'école et même quand je me suis engagée dans la vie professionnelle. Mais maintenant que vous me posez la question, il me revient que lors de mon choix sur la profession que je voulais exercer, beaucoup n'ont pas compris pourquoi je voulais être professeure, donc enseignante. Et la seule personne qui l'avait accepté, c'était mon père, en me disant, bon, finalement, ce n'est peut-être pas un mauvais choix. Et il a cité l'exemple d'un homme politique, mais je n'avais pas fait le lien. Je n'avais pas fait le lien entre la vie de cet homme politique qui aussi au départ n'était pas politicien mais avait une profession et moi qui me lançais dans l'arène de l'enseignement. J'avais choisi l'enseignement parce que je trouvais que c'était un peu plus libre, qu'on avait la possibilité de s'adresser à des personnes qui ont besoin d'apprentissage et que j'avais la possibilité de communiquer ce que je savais, ce que j'avais appris, leur donnant la possibilité aussi d'ouvrir un certain nombre d'horizons. C'est en cela que j'ai accepté la carrière enseignante. Donc, je me suis lancée sans que je ne sois soutenue par plusieurs personnes, si ce n'est par mes parents. Même mes enseignants ne comprenaient pas pourquoi, les enseignants d'université ne comprenaient pas pourquoi j'allais tenir la craie. Mais finalement, ce n'était pas un mauvais choix parce que la pédagogie, on l'amène à tout instant. Aujourd'hui même en politique, qui est l'art de diriger la cité, de diriger les hommes, cela nous emmène à être avec des personnes, de parler de ce que vous comprenez le mieux, de partager les préoccupations de ces personnes,
de voir comment les transformer en espoir. C'est pour cela que l'on dit toujours que toute chose doit aboutir à une réalisation concrète. La perfection n'existant pas de ce monde, comme d'aucuns disent, mais on doit tendre vers cette perfection. Et comme nous devons modeler la cité, on va même dire modéliser la cité, il nous faut des normes, il nous faut asseoir un certain nombre de paradigmes, et en cela, la politique nous y emmène. Maintenant, comment je me suis retrouvée là-dedans? Il faut dire que mon milieu familial était propice, hein. Mon géniteur, donc mon père, était engagé au Parti démocratique gabonais. Il arrivait que je le trouve en concertation avec des personnes de son âge, des grandes personnes. Ça parlait de politique. Et voilà que je me suis retrouvée dans un groupe politique, accompagnant des candidats aux élections, notamment aux élections législatives. Il s'agissait du professeur Dieudonné Ngaka Safo. Et puis, de fil à aiguille, je me suis moi-même retrouvée au devant de la scène. Mais étant déjà plus jeune, on participait dans les mouvements de jeunesse, et notamment à l'UJ-PDG, d'abord au collège d'enseignement secondaire de Mayumba, et puis les activités qu'il y avait au niveau du lycée technique national Omar Bongo, et même au lycée d'État de Chibanga. Ce sont les 3 établissements secondaires que j'ai fréquentés. On comprend donc que, parlant de facteurs externes à votre vie ayant favorisé votre engagement politique, on peut évoquer votre père. On peut aussi évoquer ce besoin de transmettre que vous avez en étant enseignante. Mais parlons de facteurs internes en vous-même. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a motivé, ce qui a favorisé votre engagement politique? J'ai eu une ouverture qui s'est présentée à moi parce que je pensais pouvoir donner un peu de moi et un peu de mon temps. Donc, vous n'avez pas peur? Peur, je ne sais pas. Peut-être hésitante, mais peur, non. J'ai suivi une annonce où on invitait des femmes à venir réfléchir au fonctionnement de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais. La présidence était assurée par Madame Mougoula Angélique, que Dieu ait son âme. Et avec elle, il y avait Mesdames Séraphine Oyane, Madame Marie-Thérèse Mata, Madame Victoire Lasseni Dubose, Madame Lucie Capi et bien d'autres qui étaient autour de la présidente Mougoula. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis donc présentée à la salle de réunion qui était située au feu rouge d'Akébé, Akébé-Ville. Akébé, non, Akébé, au feu rouge d'Akébé. Et puis, de là, j'ai participé aux travaux et elles m'ont tenue par la main. Elles m'ont tenue par la main alors que je n'avais aucune responsabilité au niveau de l'UFPDG. J'arrivais à peine. J'étais directrice du collège d'enseignement technique et commercial d'Ovendo, au sein du complexe scolaire d'Ovendo. Et quand il s'est agi de l'organisation par le gouvernement de la République de la Journée nationale de la femme, elles m'ont choisie comme celle qui devait porter le message de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais. Elles m'ont tenu la main. C'est ainsi qu'elles m'ont amené rencontrer un certain nombre de femmes. Il y avait aussi Madame Ilassa, Florence, que j'appelais d'ailleurs affectueusement ma mère. Elles m'ont amené voir un certain nombre de femmes, discuter avec elles pour que je puisse intégrer la philosophie de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais et rédiger le discours qui devait être lu devant le Premier ministre, chef du gouvernement de l'époque, et tout un parterre d'hommes et de femmes politiques fortement engagés. Donc, vous comprenez qu'à partir de là, ce n'était pas du tout simple, mais je me suis sentie comme avoir des ailes, d'être cette petite qui arrive dans l'arène et qui est soutenue par des aînés qui me tendent la main alors que je n'avais encore aucune expérience politique. C'est peut-être pour cela que quand je me retrouve face à des novices, je prends de mon temps, je me rends toujours disponible. Parce que sans le savoir, elles ont certainement ouvert la porte qui aujourd'hui m'a permis d'affirmer mon appartenance politique, de sortir de moi ce qu'il y avait de plus profond dans le sens du partage, dans le sens de la solidarité,
de la fraternité, de l'accompagnement et aussi de la transmission. Et dans tout ça, j'ai eu ma première responsabilité très jeune, à 25 ans. Je me suis retrouvée directeur adjoint du Centre national des œuvres universitaires. Le CNO. Le CNO. Et par la suite, directrice du collège d'enseignement technique commercial un an et demi après, donc à 26 ans. Donc vous vous rendez compte, quelle responsabilité. Et déjà, quand j'ai accepté de tenir la craie et d'être professeur au cycle cours de comptabilité au lycée technique, où moi-même j'ai été élève, je me suis retrouvée avec certains élèves. C'était le cycle court qui, à ce moment précis, avait le même âge que le professeur que j'étais. Et il fallait déjà dépasser le fait que non seulement j'ai l'élève de l'autre côté, qui a le même âge que moi, mais que je suis le professeur et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait ce complexe où la personne pouvait même abandonner l'école en se disant « je devais être aussi de l'autre côté du banc, du table-banc, au lieu d'être assis, mais plutôt debout pour enseigner ou faire autre chose. » Et Dieu merci, l'élève en question a pu terminer le cycle et avoir son diplôme. Donc, je me dis qu'il est bon d'accompagner et d'aider, de tendre la main à ceux-là qui en ont besoin. Et si je peux apporter un peu, j'essaye de le faire. Très beau parcours et très bel exemple de solidarité que vous venez de nous présenter, qui à l'époque était matérialisé par ces grands noms de la République que l'on connaît, étant donné qu'aujourd'hui c'est la journée nationale des droits des femmes. Nous avons envie de vous demander quelle était la situation des femmes au Gabon à ce moment précis, au moment où vous faisiez vos premiers pas en politique. On peut dire qu'il y avait une avancée parce que, ayant occupé moi-même le portefeuille de ministre en charge de la promotion de la femme, vous vous doutez bien qu'on a pu fortement apprécier ce qui se faisait. En son temps, on a parlé d'émancipation en 1970 et qu'à l'époque du Parti unique, c'est le Conseil national de la femme qui dégageait des stratégies relatives à l'éclosion de la femme gabonaise ou de la jeune fille gabonaise, que ce soit sur le plan scolaire ou sur le plan professionnel. Progressivement, cela s'est mué en département ministériel, d'abord en haut commissariat rattaché à la présidence, par la suite en secrétariat d'État à la condition féminine et puis en ministère plein chargé de la promotion de la femme. Donc on doit dire qu'il y avait déjà une certaine évolution, une prise en compte des préoccupations de la femme, mais nous étions encore dans la phase de l'émancipation et de l'intégration de la femme au développement. On ne tenait compte que des préoccupations spécifiques de la femme, alors que la femme appartient à une société. Et étant dans cette société, il y a l'homme et la femme qui constituent en fait deux pôles d'une même pièce, avec certes leurs différences, mais avec la particularité d'appartenir à une même société. Donc, les femmes étaient déjà là, engagées en politique, en nombre restreint, parce que il fallait désigner des femmes à des postes de responsabilité et même à des postes qui auraient pu être électifs parce que simplement le nombre des femmes représentées n'était pas assez élevé. Donc le président de la République avait pris un certain nombre de mesures pour accorder un peu plus de place aux femmes. C'était un début. Il y avait certes cet engagement. Il fallait encore l'affirmer. On trouvait rarement des femmes dans le secteur scientifique. On voyait rarement des jeunes filles embrasser la carrière scientifique. Donc, il fallait créer les conditions pour que ces femmes puissent y accéder. Aujourd'hui, on se satisfait de ce qui se fait. On peut donc dire que nous avons traversé des étapes difficiles, où de fois il était demandé à la femme d'avoir l'autorisation de son mari pour accéder à un emploi, que la jeune fille enceinte, parce qu'enceinte, ne pouvait plus poursuivre ses études scolaires, et nous avons perdu un bon nombre de femmes qui pourtant avaient des compétences et des capacités d'être des responsables. C'est pour cela qu'à certains moments, quand on regarde l'échelle d'avancée de la femme, vous avez un moment donné où il y a un vide, parce que beaucoup d'entre elles ont dû interrompre des études parce que la situation qui était la sienne n'était plus conforme à la norme du moment. Et certaines ont dû arrêter en classe de première, parce que malheureusement, il fallait choisir.
mais choisir. Le sceau de la République, c'est la maternité allaitante. Ils avaient choisi de garder leur enfant, de l'élever cet enfant. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus ces freins, quelle que soit la situation qui est la nôtre. À partir du moment où nous avons la capacité, alors on affronte les obstacles et on arrive jusqu'au bout de la logique qu'on s'est fixée et on devient celle que l'on veut être. C'est pour ça que j'ai envie de vous demander quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de la situation des femmes en politique de nos jours. Parce que quand on comprend tout ce que vous avez vécu et aussi ce que vous avez fait, je dois dire que ce que nous prenons pour acquis aujourd'hui, je parle de cette génération, ce que nous prenons pour acquis aujourd'hui, nous le devons à vous, à des femmes comme vous, et s'inquiéter avec vous à cette époque pour avoir travaillé autant dans ces commissions, dans ce haut commissariat, et ainsi de suite, pour faire évoluer la situation des femmes. Du coup, quelle est la lecture politique que vous faites aujourd'hui de la situation des femmes au Gabon? Il y a d'abord une volonté politique affirmée. Affirmée par nos dévanciers, d'abord par le président Léon Mba, suivi par le président de la République aussi, Omar Bongo Ondimba, et par le président Ali Bongo Ondimba. Je le dis d'autant plus que déjà à l'époque, il fallait engager les femmes dans les forces de défense et de sécurité. Et c'est sous le président Léon Mba que la première femme a accédé à la gendarmerie nationale, par exemple. C'est un exemple que l'on donne. Et aussi que de dire que nous avons aujourd'hui cette expression politique, cette volonté affirmée politique. Et nous-mêmes, en tant que femmes, nous devons maintenant nous y conformer. C'est vrai, vous me direz qu'il y a aussi les engagements internationaux. Oui, le Gabon est partie à plusieurs conventions au niveau de l'Organisation des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine et bien d'autres, qui font que nous devons tout faire pour faire tomber la barrière des discriminations et qu'en toute égalité, nous devons faire asseoir des stratégies pour faire évoluer autant la jeune fille que le jeune garçon. Mais on y va parce qu'il y avait, ou il y a encore dans certaines personnes, des freins culturels qui font de fois que, confrontés aux vicissitudes de la vie, les parents enverraient plus facilement le jeune garçon à l'école que la jeune fille. Et aujourd'hui, on peut sans risque de se tromper dire qu'en matière de gestion, en matière de gouvernance, la femme a cette faculté, cette capacité, parce que simplement, elle a le souci de l'avenir. Elle éduque, elle élève, elle donne la vie. Donc pour cela, elle ne peut pas vouloir la perte de cette humanité alors qu'elle est aussi, je dis bien aussi, parce que ça fait club, elle est aussi à l'origine de la création. Donc à partir de ce moment, elle met tout en œuvre pour que ce savoir-être qu'elle va pouvoir léguer à ses enfants puisse être périn. Vous l'avez dit tantôt, c'est ça aussi la transmission. Donc dans ce souci d'avenir et de devenir, la femme a un rôle important à jouer dans notre société. Donc la lecture politique fait en sorte que les stratégies qui sont assises aujourd'hui, autant par les différents programmes du président de la République, exécutés par le gouvernement, et les partenaires au développement avec la société civile, les fondations, associations et ONG telles que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et bien d'autres, concourent à la défense et à la protection des droits de la femme. C'est parce qu'il y a des stratégies à mettre en place. Et pourtant, je l'ai dit tout au début, nous sommes tous l'épaule d'une même pièce, mais avec nos spécificités et nos différences. Et que ces différences, au lieu de créer la distance, doivent plutôt nous enrichir pour voir comment faire pour évoluer ensemble la main dans la main, tout en regardant dans la même direction pour aller dans le sens du développement de notre pays. Et qui dit développement et qui dit politique, nous voulons que les femmes soient plus présentes, qu'elles s'engagent, parce que c'est là où les décisions se prennent et qu'il est bon qu'elles puissent donner leur point de vue dans l'éclosion d'une société parfaite, même si la perfection n'est pas de ce monde. Mais puisqu'on y tend, on espère y arriver tôt ou tard. On le fera, on le sera certainement. Et c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes capables et compétents que nous sommes à même de faire en sorte que les générations à venir puissent trouver quelque chose de fait. Parce que je me suis faite, certes, mais je ne me suis pas faite seule.
parce que j'ai eu avec moi la possibilité de regarder ce qui se faisait et d'apporter des corrections tout au long des responsabilités qui ont été les miennes. Peut-être pas des corrections, non, c'est trop fort. Des améliorations, des rectifications, pour que cela puisse servir à tous et que les uns et les autres, quelles que soient les générations, se reconnaissent. Et donc, il nous arrivait d'associer les jeunes de par les coopératives qu'ils représentent pour venir assister à des activités, pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. C'était d'ailleurs des thèmes qui avaient été retenus pour assurer notre épanouissement à tous, parce qu'on en a besoin à un moment donné. Cela me fait penser, lorsque vous dites qu'il faut absolument que les femmes s'engagent, cela me fait penser à une citation du président Ali Bongo Ondimba qui disait qu'on ne peut pas penser au développement de notre pays en laissant 50% de la population sur le côté. 52%. 52%. Plus de la moitié de la population. À la simple raison qu'elles aient un sexe différent de celui des hommes. Du coup, j'ai envie de vous demander, Madame Angélique Ngoma, de l'époque de la promotion de la condition féminine à aujourd'hui, l'époque de l'approche genre, de Gabon Égalité, qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence? Si différence il y a. Il faut déjà dire qu'il a fallu que des femmes se lèvent à travers le monde pour défendre leurs droits, pour défendre leurs conditions de travail. Et vous constatez que chacune de ces célébrations a un combat, la résultante d'un combat que les femmes ont mené. Il fallait qu'elles se battent pour avoir le droit au vote. Il fallait qu'elles se battent pour avoir le droit à aller à l'école. Il fallait qu'elles se battent. Elles continuent d'ailleurs à se battre pour pouvoir accéder à la profession, pour qu'elles puissent exercer librement le métier de leur choix. Et aujourd'hui, il faut encore qu'elles se battent pour qu'elles puissent être représentées sur le plan politique. Et c'est parce que nous sommes accompagnés par des hommes engagés et déterminés, mais nous n'allons pas dire qu'ils vont tout faire à notre place. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas présentes, si nous-mêmes, nous ne démontrons pas qu'effectivement, nous avons besoin de ça. Et peut-être que nous n'avons pas donné une bonne image de l'engagement politique de la femme ou du rôle de la femme en politique. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment parlé de nous aux autres femmes. Peut-être que nous n'avons pas su mettre en avant celles qui nous ont dévancées. Peut-être que quand on arrive, nous rayons l'histoire en faisant en sorte que ce qui s'est fait avant n'a jamais existé et que tout existe à partir du moment où nous sommes là. Je ne m'inscris pas dans cette école ni dans cette logique. Nous avons une méthode qui fait que, ou qui dit que nous avons pris un flambeau. De ce flambeau, nous devons le transmettre aux autres. Sinon, s'il s'éteint, il n'y aura plus de Jeux olympiques, parce que le jeu des Jeux olympiques, c'est d'abord ce flambeau que l'on transmet à un sportif de renom, qui par la suite sera transmis par quelqu'un d'autre au cours de notre édition. Mais entre les deux, cette flamme reste allumée et vive. Donc nous pensons que ce sont les maillons de cette chaîne qui forment notre communauté gabonaise qui doit rester toujours vive et servir de relais. Et si nous avons besoin suffisamment de femmes en politique et engagées, c'est parce que nous voulons qu'elles soient présentes là où les décisions se prennent et qu'elles soient autonomes. Donc cela nécessite une autonomie économique. Quelle est cette liberté d'expression? Parce qu'elle doit partager avec les autres le choix qui est le sien, sa compréhension de la gestion de la cité, qui est d'ailleurs le thème retenu par le gouvernement cette année, la femme dans la gestion de la cité. Et comme elle doit le faire, il est bon qu'elle soit présente, mais que nous n'oublions pas que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que d'autres l'ont fait avant nous, d'une certaine façon, d'une certaine manière, et que nous nous enrichissons de ça et que nous apportons les améliorations nécessaires pour faire mieux parce que nous sommes dans un monde de progrès. Quand on dit que nous devons bien évidemment avancer, parce que la technologie ne nous attendra pas et que nous devons nous mettre à l'école, d'aucuns reconnaîtront qu'il y a des analphabètes du 3e millénaire parce qu'on n'est pas très développé dans le numérique et on demande à ce que les femmes, à travers cette possibilité, trouvent aussi leur voie parce qu'il y a possibilité de se retrouver là-dedans et de s'exprimer sur le plan professionnel. Donc, je pense modestement que
nous avons certes beaucoup à faire, mais que beaucoup de choses ont été menées autant par les politiques que par d'autres femmes, mais nous devons en faire encore un peu plus. Parce que tous les aspects ne sont pas encore occupés par les femmes et il n'est jamais tard pour faire quelque chose. Et je le disais encore, quand une femme se lance dans une activité, qu'elle le fasse bien, parce qu'elle le fait certes avec la raison, parce qu'avec la raison, il lui faut bien pouvoir vivre de ce qu'elle fait, qu'elle assure aussi la prise en charge de sa progéniture et de sa famille, mais qu'elle aime ce qu'elle fait. Qu'elle le fasse avec le cœur. Tout ça me fait penser à cette question. Vous qui êtes à l'Assemblée nationale, vous représentez le peuple, ce peuple que vous voyez tous les jours, vu que de temps en temps, vous repartez dans votre circonscription. Le plus souvent, nous repartons dans nos circonscriptions. Il n'y a pas longtemps, vous y étiez encore. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, la femme gabonaise soit consciente de ses droits politiques? Il y a une certaine classe de personnes conscientes des droits et du rôle. Mais nous partons aussi du principe que nous avons cette obligation de sensibiliser. Nous avons cette obligation d'éduquer, de former et de dire ce que c'est exactement. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'en son temps, une étude avait été menée en ce qui concerne les femmes dans le milieu rural. Et il y a quelques années, vous vous souviendrez, plus précisément en 2015, le président de la République a lancé la décennie de la femme gabonaise, emmenant ainsi des femmes à faire le tour du Gabon. Vous me direz que ça n'a peut-être pas commencé à cette époque, mais c'était une manière de renforcer ce qui s'est déjà fait auparavant avec la présence des femmes à l'intérieur du pays, parce que certaines directions du ministère, notamment chargées de la promotion de la femme, avaient une représentation dans chacune de nos capitales provinciales. Donc, il y avait ce relais à faire et à maintenir à l'intérieur, et que même déjà au moment du parti unique, il y avait des représentations de structures de femmes à l'intérieur du pays, dans les coins et recoins de notre pays. Mais il fallait renforcer. Il fallait comparer avec ce qui s'était fait jusqu'en 2014 et ce qui pouvait se faire après 2015, à partir du moment où la décennie de la femme était lancée. Un programme a été élaboré. Certaines des recommandations voient le jour aujourd'hui et nous ne pouvons que saluer cette avancée que nous connaissons dans le cadre de la défense et de la promotion des droits de la femme et de la jeune fille qui, elle, est appelée à assurer l'avenir et à prendre le relais de ce que nous faisons présent. Bon. La loi sur la parité, 30% des femmes dans les investitures, la décennie de la femme, tout ça, comment est-il possible aujourd'hui d'appréhender tous ces concepts lorsqu'on est une femme? Est-ce que ce sont des éléments probants à la transformation de l'environnement politique au Gabon? Je le dis parce qu'en discutant avec des personnes, en étant à la radio, il y a souvent des hommes qui nous disent « ce n'est pas parce que vous aurez 30% de place dans les institutions politiques ou ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on parle de la décennie de la femme gabonaise que comme par magie, demain, le Gabon va se développer. » Donc, qu'est-ce que vous pensez? Déjà, nous avons la loi sur les quotas, représentativité des femmes et des jeunes, 30% pour les femmes et 20% pour les jeunes. Et il y a le préambule de la Constitution qui nous appelle à la parité au niveau des responsabilités ou des fonctions administratives. Et tout dernièrement, nous avons auditionné l'honorable Faustin Boukoubi qui présente une loi sur la parité aux élections. Pour l'instant, elle n'est pas encore promulguée. Nous osons espérer que cela va arriver. Oui, Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée nationale. Donc, cela dénote des capacités, des possibilités données par la Constitution qui nous confère aussi la possibilité de faire des propositions de loi. Donc, en cela, nous retenons que déjà pour les quotas dans les fonctions administratives, le président de la République s'attelle à respecter cette norme de 30%. Quand vous regardez bien, en faisant la comparaison, vous vous rendez compte qu'effectivement, dans les différentes nominations, ce quota est quasiment atteint et de fois légèrement dépassé. C'est vrai que ça ne sera pas le développement tout azimut, hein, mais c'est parce que ce qui dit développement dit l'amélioration dans tous les secteurs.
Nous parlons des infrastructures, qu'elles soient sociales, économiques, culturelles ou sportives. Il s'agit de mettre à la disposition les outils nécessaires d'apprentissage, d'éducation et de formation. Il s'agit de faire en sorte que dans le social, les plateaux techniques soient, sur le plan médical, soient adaptés pour soigner quelle que soit la zone où l'on se retrouve et que l'on ne se retrouve pas dans les situations difficiles. Et que pour la lutte contre la précarité, tout Gabonais, quelle que soit sa zone de résidence, soit en mesure de se prendre en charge et de subvenir à ses besoins primaires. Donc, vu comme ça, c'est vrai, ça nécessite des moyens, ça nécessite une certaine capacité, une certaine marge, et aussi une volonté et un engagement, et aussi des ambitions, pourquoi pas, parce que nous devons aller au-delà de ce que l'on a et de ce qui est mis à notre disposition. Mais, on dit bien que l'on ne peut pas laisser en marge de développement une partie de la population. Qui plus est, elle constitue 52% de cette population. Raison pour laquelle nous pensons qu'en allant la main dans la main, en nous tenant la main, en regardant dans la même direction, en ayant cette ouverture d'esprit, nous pouvons faire mieux ensemble. Au moins là, il n'y aura plus de discrimination. On ne passera plus le temps à s'arrêter, à s'asseoir encore pour réfléchir sur la lutte contre les inégalités, puisqu'on aura déjà fait un pas ensemble et qu'on aura intégré les préoccupations autant de la jeune fille que du jeune garçon, de l'homme que de la femme, pour une société harmonieuse. Donc on avance. Le temps qui nous reste sera consacré à autre chose. Et comme on est deux à réfléchir, et comme on sera plusieurs à réfléchir sur ces problématiques, on sera à même d'évoluer. Les débats n'en seront que plus enrichis. Un exemple, nous faisons des constructions de cités, de maisons sociales. Mais si on n'intègre pas quelques préoccupations, avant, les commodités, quand on va aux commodités, en fait, on a envie d'y aller seul. Et que personne même ne sache où tu vas et d'où tu viens quand tu reviens de là-bas. Et c'est discret. Des fois, dans certaines maisons, vous avez carrément au salon. Et tu regardes à gauche, à droite avant de t'y rendre. Et quand tu sors de là, tu t'assures que personne ne te voit sortir. Il s'agit aussi, par exemple, de la cuisine. Telles que les cuisines sont disposées, on a besoin d'un endroit où on veut piler le manioc, on veut piler la banane, parce qu'on aime bien. C'est notre spécificité que ça fait partie de nos habitudes alimentaires. Mais ce sont les femmes qui le maîtrisent au mieux que les hommes. Donc, quand tu conçois la maison, tu partages les plans avec ta conjointe pour dire, bon, est-ce que tel que c'est disposé, ça convient? Et vous échangez, vous discutez. Ça permet de ne plus casser les murs une fois la maison terminée. Et plutôt, vous avez tous les aménagements adaptés. Et comme la construction d'un pays part sur la base des fondations, et ces fondations vont dans le sens d'intégrer, d'impliquer tout le monde au développement, donc à la construction de notre pays. Et c'est ce qui doit être fait. Donc, c'est une implication probante et sûre et rassurante quand l'homme et la femme regardent dans la même direction pour asseoir les stratégies de développement de notre beau pays, le Gabon. J'ai envie de rajouter, ne dit-on pas que la famille était un petit État avec la femme comme ministre de l'Intérieur? Parce qu'elle assure le pilier de cette famille. Oui. Et c'est parce que dans cette famille, les membres se comprennent et que l'homme et la femme se complètent, que la famille va se développer de manière juste et parfaite. La question la plus récurrente aujourd'hui est celle de savoir pourquoi, vous l'avez déjà un petit peu effleuré dans vos réponses, pourquoi est-ce qu'il est plus que nécessaire aujourd'hui d'avoir un plus grand nombre de femmes engagées en politique, de manière vraiment claire et précise pour les personnes qui nous écoutent. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, encore plus cette année, 2023, où notre pays va faire face à 3 élections majeures, il est important pour les femmes de s'engager? On ne peut pas parler de promotion de la femme et ignorer l'existence de cette femme. On ne peut pas s'engager en politique et n'avoir besoin d'elle que pour aller voter sans qu'elle ne soit positionnée là où elle doit donner son opinion, là où elle doit échanger avec les autres, où elle doit limer sa cervelle contre les autres, aussi pour s'enrichir et aller l'expliquer à d'autres femmes. Nous pensons donc qu'à partir de ce moment, il est plus qu'intéressant et engagé. Nous avons parlé de gouvernance. Nous avons vu des femmes gérer la cité. Il y a des femmes
qui n'ont peut-être pas, comme on le dirait, les diplômes idoines, mais qui ont cette capacité de discernement. Parce qu'encore, elles portent la vie, elles donnent la vie, elles gèrent la vie, elles éduquent la vie, elles forment la vie. Ça fait déjà 5 actions que je cite. Donc pour cela, elle est agricultrice, elle nourrit. Elle est celle qui soigne, donc elle réconforte. Elle est celle qui dicte les premiers mots. Les premiers mots de l'enfant, c'est de ma, na, avant d'arriver au pas. Avant de dire pa, l'enfant dira na, ma. Donc, c'est dire déjà que la maman a ce rôle important qu'elle joue. Donc, pour cette complémentarité, il est tout à fait indiqué. Et puisqu'elle est aussi compétente, que l'on reconnaisse cette compétence au niveau des instances et qu'elle soit à même de l'affirmer un peu plus. Nous le disons suffisamment. Elles sont pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Il est donc tout à fait indiqué que là où elles se trouvent, il y a toujours une amélioration, il y a toujours une autre complémentarité. Et c'est parce qu'elles maîtrisent certainement des données, des particularités. On me dira être vulnérable. Oui, c'est un être vulnérable. C'est pour cela qu'il faut pouvoir toujours la prendre avec beaucoup d'attention. Mais en même temps, elle est femme battante. Elle se bat pour vouloir s'affirmer. Vous vous rendez compte de tous ces combats qui ont été menés depuis des siècles pour qu'elle soit reconnue à part entière? Vous vous rendez compte de tout ce que les femmes ont pu faire pour qu'elles puissent être admises à voter, à exprimer leur droit de vote, qu'elles soient reconnues en tant que telles dans la cité? Non, il est tout à fait indiqué que pour ces 3 élections, notamment 2, qu'elles soient suffisamment présentes et que pour l'une d'entre elles, elles aient des responsabilités qui leur soient reconnues, importantes, pour s'engager pleinement et faire entendre aussi leur voix. Et c'est parce que la femme est fidèle. Elle est fidèle en politique. Je confirme. Ah oui, elle est fidèle en politique. Quand elle a fait son choix, elle reste sous la pluie, sous le soleil, de tout temps. La femme est très maternelle parce qu'elle a le souci de l'avenir. Et à partir de cela, elle inculque le respect. Elle inculque le respect de la dignité. Elle inculque le respect des valeurs, d'un certain nombre de vertus à sa progéniture. Et c'est parce qu'elle est soucieuse qu'en matière de gestion, elle fait très attention pour qu'elle ne puisse pas laisser à ses enfants quelque chose en lambeaux, mais plutôt un flambeau. Madame la ministre, vous l'avez évoqué il y a quelques instants. La femme mère, la femme médecin, la femme nourricière, et puis surtout cette maternité allaitant qui représente la République gabonaise. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les responsabilités familiales peuvent être présentées comme un obstacle à l'engagement des femmes en politique? C'est une question de choix et d'accompagnement. C'est vrai que c'est prenant, mais à partir du moment où on s'engage, on s'organise. Beaucoup d'entre nous auraient pu abandonner leurs études si elles n'avaient pas des parents pour les aider, pour s'occuper de leurs enfants et leur donnant ainsi la possibilité d'aller au bout de leurs rêves, de devenir des femmes qu'elles voulaient être, celles à même de participer à leur manière à l'éclosion de notre société. C'est vrai que l'engagement politique nous accapare. Il faut accorder du temps à son foyer. Il faut être disponible pour ses enfants, pour sa famille. Et on y arrive même à faire du 80-20. C'est qu'on consacre 80% de son temps au travail, en l'engagement politique, et à peine 20% pour sa famille. Et en cela, l'État doit aider à accompagner et encadrer. C'est peut-être pour ça qu'on a la possibilité d'avoir une femme de ménage pour vous aider à faire votre maison. Mais il y a quand même qu'à certains moments, vous devez vous-même préparer certains de vos plats. Vous devez coucher vos enfants quand il est l'heure d'aller au lit. Vous devez faire en sorte qu'ils se réveillent tôt le matin pour aller à l'école. Trouvez du temps pour le faire en essayant de vous organiser. Donc, il s'agit de voir comment vous orienter, quitte à prendre des conseils en sachant que votre engagement politique n'est pas un engagement de tout repos. Vous devez être présente sur le terrain. Vous devez vous rendre disponible. Vous devez en même temps être présente dans votre famille. Ne pas couper le lien avec vos amis parce que
les politiciens disent qu'un homme politique est un homme seul, mais il est seul quand il s'agit de prendre des décisions importantes. Il est seul quand il s'agit de donner des directives. Il est seul quand il s'agit de dire ce qu'il attend, parce que c'est en ce politique-là que l'on croit. Donc, cette femme politique qui s'engage, oui, à certains moments, il fallait l'autorisation du mari pour pouvoir sortir du territoire national. À certains moments, il fallait son autorisation pour pouvoir apprendre. À certains moments, on a aussi besoin des moyens de son conjoint pour pouvoir s'engager en politique parce que cela peut demander une certaine disponibilité financière. Mais à partir du moment où tu as la possibilité d'avoir ton autonomie, à partir du moment où ton engagement ne met nullement en péril ton foyer, ni la gestion de ta famille, à partir du moment où ton engagement n'est pas du tout contraire aux lois de la République, pourquoi ne pas y aller? Donc nous disons simplement qu'on doit se comprendre et on doit discuter. Le couple doit communiquer. Et quand on a des enfants d'un certain âge, on doit pouvoir discuter avec eux et leur expliquer ce sur quoi on s'est engagé en politique. Et ces enfants peuvent vous accompagner et ils vous accompagnent même dans les choix que vous avez faits. J'ai peut-être eu cette chance d'être accompagnée aussi par ma famille, d'être soutenue aussi par mes enfants, d'être soutenue par les miens qui m'encadrent, qui me relaient sur le terrain. J'ai certainement eu la chance d'avoir un suppléant et une suppléante tout à fait engagés et déterminés qui ont su servir aussi de relais sur le terrain. Parce que moi, étant au gouvernement, eux siégeant à l'Assemblée nationale, on se conservait le siège qui est le nôtre, que j'ai aujourd'hui avec cette fois un homme comme suppléant. J'ai eu certainement cette chance de trouver cette famille du canton d'Oubeti-Dovo, du canton Mayombe, du canton Mouambi et même de la commune de Mayumba, parce que le Parti démocratique gabonais avait fait de moi à 3 reprises tête de liste aux élections locales. Et durant ces 3 reprises, le Parti démocratique gabonais l'a emporté. Je suis d'abord une militante engagée, déterminée, et puis prête à affronter un certain nombre de combats pour mener toujours le flambeau politique du parti auquel j'appartiens, mais surtout faire connaître les capacités, les qualités, les compétences, le savoir-être et faire de la femme gabonaise. Donc, le milieu familial ne doit pas être considéré comme un frein à partir du moment où on s'ouvre aux autres, à partir du moment où nous communiquons, nous parlons, nous expliquons et on peut se faire aider par les membres de sa famille dans les choix qui sont les nôtres. Ils ne viennent pas nous encombrer, au contraire, ils essayent, tout en étant discrets, de relayer notre message et de nous aider. C'est pas souvent facile, vous me direz qu'il y a 2 fois les maternités, oui, on n'y peut rien. Si on veut renouveler l'humanité, nous portons des grossesses, oui, ça nous éloigne un peu de notre engagement pendant les 3 mois de maternité, mais après, nous reprenons le terrain et nous faisons ce que nous aimons. Nous faisons ce que nous avons accepté volontairement d'intégrer dans notre vie de tous les jours. La vie que nous avons choisie. Madame Angéline Goma, aujourd'hui, en cette journée de célébration des droits de la femme gabonaise et aussi en cette année charnière pour notre pays, où au moment où nous faisons ce programme, beaucoup de femmes sont face à un choix cornélien où elles se demandent « Devrais-je me présenter? Ne devrais-je pas? Suis-je la bonne personne? Ne le suis-je pas ?» Quels sont les conseils que vous pourrez donner à toutes ces femmes qui cultivent en elles l'envie, le besoin, l'ambition de s'engager en politique, mais qui sont encore terrorisées, tétanisées et freinées par la peur? Je voudrais leur demander de dépasser leur peur. C'est vrai que quand on ne sent pas comme une pression au niveau de son estomac, quand tu veux mener une action, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Nous sommes toutes des êtres et que à un certain moment, on a comme des appréhensions. On peut avoir certaines inquiétudes, mais nous devons dépasser cette peur parce que la première fois, on peut tomber. Le plus dur n'est pas de tomber, hein, c'est de ne pas pouvoir se relever. Parce qu'à un moment donné de la vie, oui, nous rencontrons des embûches, nous rencontrons des obstacles, mais la persévérance nous aide à surmonter ces obstacles. L'engagement nous aide à nous dépasser
nous emmène à aller au-delà de nous-mêmes pour voir l'essentiel, pour voir l'essence même de ce à quoi on s'accroche. Aujourd'hui, nous avons certaines capacités, certaines possibilités. Suis-je une femme? Devrais-je me taire face à des problèmes de développement de la cité? Je suis une femme. Ne devais-je pas participer à l'éducation, à la formation de mon enfant et donner mon point de vue? Je suis une femme. Ne devais-je pas aider ma voisine, mon voisin dans ce qu'il y a de mieux pour une meilleure éclosion? Je suis une femme. Pourquoi devrais-je me taire alors que j'ai des possibilités d'expression sur le plan politique liées à la gestion de la cité? Alors je m'affranchis. Quand on regarde nos textes de loi, il n'y a aucune discrimination dans l'engagement politique. Je le fais en tant qu'indépendante parce que je me sens la force et la capacité matérielle, financière et aussi physique et psychologique de le faire. Je m'engage dans un parti politique et dans ce parti politique, je vais me battre pour être la meilleure parmi les meilleurs et que ceux qui sont chargés de choisir, parce que dans chaque parti politique, il y a des choix qui sont faits, puissent s'arrêter à un moment de manière positive sur la qualité de militante que je suis et de dire que par rapport à cette circonscription, il nous faut cette militante parce que nous la voyons sur le terrain. Ce n'est pas parce que j'ai ma carte de militante et que je serai terrée dans ma maison que l'on saura, que l'on verra à moi une femme combattante, une femme engagée, une femme déterminée, une femme qui a une ambition saine. Il faut que je m'exprime sur le terrain. Et donc, nous disons à ces hommes politiques chargés du choix de ces candidatures de porter leur choix sur celles-là qui sont sur le terrain en permanence, sur celles-là qui ont les compétences et les acquis nécessaires pour faire gagner. Que l'on ne dise pas oui, mais. Le oui, mais là est trop hésitant. Il faut dire oui, nous choisissons cette femme. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas été choisi, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas aller. C'est un combat de tous les instants. Peut-être qu'au détour d'un choix, on verra votre qualité. Vous savez, j'étais engagée. Je faisais un peu de théâtre quand j'étais à l'université. Et la troupe de théâtre était dirigée par Dominique Douma. C'était téléthéâtre avec d'autres personnalités responsables, directeur général de la RTG et autres. Et en fait, il m'avait pris comme actrice et je jouais un second rôle. Et je n'étais pas l'actrice principale. Je jouais le second rôle. Donc, j'accompagnais. Et chaque fois qu'il y avait un traitement. Oui, c'était même... Enfin, je doublais, oui, voilà, je faisais la doublure. Mais arrive le moment de jouer la pièce. Quelque temps auparavant, l'actrice principale a eu un empêchement. Il était bien obligé de me faire jouer le rôle principal. Mais si j'avais abandonné parce que je jouais le second rôle, l'ambition pour moi était de me former, puisque je ne suis pas passée par une école d'art dramatique. J'ai appris sur le tas et je pense avoir bien joué mon rôle. J'ai joué la pièce L'étudiant de Soweto. J'ai joué dans la pièce Trop c'est trop, par exemple, donc qui est même passée à la télé, où mon époux, mon conjoint, qui veut me donner, enfin que je prenne une 13e grossesse, parce qu'il lui faut une médaille, qu'il soit décoré, que je porte la 13e grossesse. Ah bon, avec certains subterfuges, on lui a fait porter la grossesse, et il a vu ce que c'est. Et d'ailleurs, ma fille se moque souvent de moi, elle me dit, maman, là où tu avais ta tenue avec 13 boutons, ou 30 boutons. C'était un accoutrement de l'époque, hein, c'était quand même, c'était pas mal. Donc, c'est dire que quand on y tient, quand on veut faire quelque chose, il faut y aller. On se donne à fond. On se donne à fond, avec le cœur, parce que nous avons la détermination. Et parce que il faut dire aussi que la femme a cette capacité. Au niveau de l'Organisation des Nations Unies, il y a eu cette résolution 1325, dans le cadre de l'implication de la femme dans la gestion des conflits. Et c'est parce qu'elle sait calmer autant les esprits que toute autre personne, pour emmener à voir l'essentiel. Et nous pensons que cette femme doit être associée à la gestion de la cité, qu'elle ne se retrouve pas à l'arrière. Aujourd'hui, il y a plus de femmes comme auxiliaires de l'État, femmes chefs de canton, chefs de regroupement, chefs de village, femmes chefs de...
écartées comme femmes gouverneurs aujourd'hui. Le nombre est plus important qu'il n'était hier, même s'il regresse dans certaines responsabilités. Femmes présidentes de conseil municipal, par exemple. C'est vrai qu'on enregistre une régression, mais on espère qu'avec les élections à venir, il y aura un peu plus de femmes. Et pour cela, la femme doit s'informer, se former. Elle doit pouvoir être au courant de ce qui va se faire pour qu'elle soit inscrite sur la liste électorale, parce que sa voix compte, parce qu'on a besoin d'elle dans le choix politique qui devra se faire demain. Alors, femmes, on se lève et on dit, on avance pour le progrès, on avance pour les combats futurs et on est ensemble. Et moi, j'ai envie de dire, mesdames, à vos marques, prêts, engagez-vous. Engagez-vous. Du moins, engageons-nous. Madame Angéline Goma, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez de m'adresser à des sœurs, à des filles et à des mères. Merci.